vient parler en fait de croissance internationale et de voir comme ça, enfin, le growth, on va du local vers l'international, comment ça se passe, avec qui, pourquoi et comment en fait. C'est finalement assez simple, hein, la mise en pratique parfois un tout petit peu plus compliquée. Alors pour venir nous en parler, je suis ravi d'avoir sur cette scène alors, non, Caroline Folléas. Caroline, vous êtes associée au sein de Mérieux Equity Partners. Alors, comme le nom l'indique, c'est un fonds intimement lié à la santé. Vous l'avez rejoint après un parcours chez El Caterton, et ainsi que chez BNP Paribas, mais ça remonte déjà il y a un tout petit peu plus longtemps. Donc, vous êtes le fond de l'étape. Nicolas Durieux, vous êtes associé d'Edmond Rothschild Corporate Finance, équipe que vous avez rejoint en 2018. Ça leur a permis de se renforcer très significativement à Lyon, où vous avez une très belle pratique, ainsi que sur le domaine de la santé. Enfin, ils étaient déjà équipés, mais avec vous maintenant, belle structure, beau deal. Donc je suis ravi de vous avoir avec nous sur scène. Patrick Mousset, je ne suis pas forcément dans l'ordre, mais Patrick, vous êtes associé du cabinet Goling WLG. Vous menez la practice Private Equity et M&A, donc corporate pour résumer. Ça fait un peu plus de 20 ans que vous accompagnez fonds, dirigeants dans leurs opérations. Alors ça va depuis le manpack, les croissances externes, mais pour les fonds également de la structuration de véhicules. Ravi de vous avoir avec nous, surtout que vous êtes un fin spécialiste du secteur de l'éducation, santé, éducation. On va revenir maintenant sur les deux corporates de l'étape, l'Arbi à midi. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes chairman de Santé et Compagnie, donc c'était l'ancien Elivi pour ceux qui s'en rappellent. Un groupe qui ne cesse de croître, ça on va revenir dessus. En France, à l'international, vous avez Ardian qui vous accompagne dans ce processus. Merci d'être avec nous. Et donc, Santé et Compagnie, vous l'aurez compris, domaine de la santé. Et enfin, Philippe Grasso. Philippe, vous êtes, vous, le dirigeant du groupe Edu Service, Edu pour éducation. Donc voilà, on fait un peu la quadrature du cercle. Un groupe que vous connaissez bien pour l'avoir fondé en 1989, il y a 2-3 ans, sous le nom de la compagnie de formation Chésy à l'époque, et un parcours à votre tour également avec quelques fonds, Majo, Minot, donc un très beau parcours également qui sera intéressant d'illustrer, de mettre en comparaison avec vos différents camarades. Alors, on parle de croissance, et la première question peut-être, c'est de se dire déjà, enfin, croissance c'est bien, mais est-ce qu'on doit tout de suite penser croissance internationale, ou est-ce qu'il faut déjà avoir des bases nationales fortes? Et comment on fait, surtout qu'on est avec deux secteurs qui ont plutôt le vent en poupe, qui sont l'éducation et la santé, qui ça aurait échappé à personne, qui a des multiples qui sont assez élevés, et beaucoup de concurrence. Qui veut commencer? Nicolas, peut-être? Oui, allô? Ah, c'est bon, ça marche. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, on parle de deux métiers en forte croissance aujourd'hui, l'éducation et la santé. Et donc, en tant que banquier d'affaires, ce qu'on peut dire, et je pense que dans le private equity, tout le monde l'a un peu vécu ici, ce qui est important, c'est déjà de consolider des plateformes nationales avant d'aller chercher à se développer à l'international. J'imagine que les deux groupes qui sont là en parleront mieux que moi, mais c'est vrai que c'est important d'avoir une taille critique avant d'aller prendre des risques dans d'autres pays. Et donc ça, je pense que c'est des choses qui sont extrêmement importantes, notamment pour ces deux métiers de l'éducation et de la santé. Ensuite, sur certains autres segments, par exemple l'industrie, ça peut être un peu différent. Et on voit aussi des modèles opposés où des startups sur des business models très dédiés vont se développer directement à l'étranger. Ça fonctionne aussi, mais c'est plus rare. En tout cas, je pense que pour ces métiers de la santé, de l'éducation, on est plus sur un développement national avant le développement international. Et évidemment, ça dépend des secteurs. Voilà.
Caroline ou Patrick, vous voulez illustrer? Caroline? Oui, peut-être juste pour construire sur ce que vient de dire Nicolas. Je pense qu'effectivement, ça dépend beaucoup du type de business, parce que la santé, c'est quand même un monde très, très vaste. Donc, des business de services vont avoir besoin d'atteindre une taille critique, effectivement, sur leur territoire, avant de penser à une croissance externe, s'implanter sur d'autres géographies. Après, il peut y avoir des boîtes un peu plus petites qui sont sur des segments très spécialisés, qui peuvent avoir un portefeuille de clients déjà très international, même avec une taille plus limitée, et pour lesquels l'expansion à l'international se fera beaucoup plus tôt. Donc, tout dépend de la société dont on parle. Pour la société, effectivement, je suis d'accord avec toi, Caroline. Le sujet aussi lié au partenariat que l'on met en place avec les fonds qui nous accompagnent ou qui accompagnent le management, pour lesquels on travaille, nous, côté manager ou côté fonds, c'est qu'au départ d'une société ou d'un groupe, comme peut-être du service, au départ, c'est une structuration familiale. On fait rentrer à un moment ou à un autre probablement un minoritaire pour passer au majoritaire. On monte en taille, soit par son propre cash flow, mais aussi parfois avec l'aide du fonds. Et au fur et à mesure des années, on devient avoir peut-être soit une attrition locale, soit une envie de développement. Et cette envie de développement, il est souvent parfois un prix peut-être plus élevé, ou du moins sur un marché qu'on connaît un peu moins. Et l'intérêt d'avoir un fonds à son capital, c'est d'avoir parfois ou souvent des connaisseurs du marché sur lequel on veut se rendre en tant que manager ou société. Et quand on est côté fonds, c'est d'avoir aussi des managers qui sont intéressés à un marché que nous connaissons bien côté fonds. Donc ces intérêts, peut-être que toi, tu as découvert aussi en changeant aussi d'investisseurs et en croissant avec eux, en fait. Voilà, mais justement, si on peut revenir un peu sur l'histoire de l'entreprise avec les fonds, et qu'est-ce qu'a signifié chaque étape. Bonjour à tous. Oui, donc pour illustrer peut-être d'une manière assez concrète, effectivement, comment nous, Santé Compagnie, on est arrivé à l'international, c'est d'abord effectivement une histoire française. Il a fallu, dans le domaine qui est le nôtre, notamment une santé de proximité, puisqu'on est un des leaders en France dans tout ce qui touche les parcours de soins qui passent en ce moment, dans le cadre du Covid, de la mise en place d'oxygénothérapie médicale, c'est-à-dire qu'on sert tous les patients sous oxygène à domicile actuellement. On a également des prises en charge aiguës et sur des traitements un peu plus complexes, comme les chimiothérapies à domicile, tout ce qui est ventilation invasive, non invasive. On fait de la chimiothérapie, de la dialyse à domicile. On est spécialiste également, on implante des maisons de santé dans les déserts médicaux et à proximité des services d'urgence pour délester un peu ces services. Donc on est vraiment un des spécialistes, et l'histoire est commencée par la consolidation du marché français. On a commencé avec le rachat d'une petite structure qui avait débuté par un premier fonds qui souhaitait consolider ce marché des prestataires de santé. De cette histoire, eh bien, le groupe a eu d'abord une taille suffisamment critique en France, puisque en France, on est présent sur l'ensemble du territoire. On gère un peu plus de 200 000 patients traités à domicile. Et de fond en fond, la taille est devenue importante. Et une fois qu'on est devenu leader sur le marché français, on a rapidement commencé à réfléchir notamment à l'international. Alors l'international, je suis tout à fait d'accord, ça amène d'abord une notion d'abord de diversification du risque, puisque une fois que vous êtes leader sur votre marché, vous dites comment je peux croître. Et on regarde les marchés européens, et dans les marchés européens, il y a nos homologues qui font également des prises en charge qui peuvent être un peu différentes. Donc, actuellement, pour citer un exemple, on est en Allemagne. On va là aussi, nous, par l'internalisation, chercher plutôt d'acquérir de nouvelles compétences. En Allemagne, on fait des choses qu'en France, on ne fait pas et qu'on pourrait très facilement faire. Donc là, très clairement, en Allemagne, on a fait une acquisition grâce à Ardian, parce qu'effectivement, sans le fonds et le réseau du fonds et la capacité de vous accompagner à travers ces réseaux à lui, d'identifier les bonnes cibles, c'est très compliqué pour un entrepreneur seul de s'imaginer d'aller à l'international seul. Et on y va non pas seul, mais on y va surtout en faisant une acquisition, parce que ça, c'est important. Le from scratch, c'est très compliqué et très dangereux. Là, on a fait une acquisition très significative, d'une taille critique, mais qui vient renforcer notre stratégie et qui surtout donne une grosse diversification au groupe.
Et l'objectif aujourd'hui, après cette acquisition, d'abord, c'est, une fois qu'on est dans un territoire, notamment à l'étranger, c'est de développer la société et de lui apporter des ressources et des compétences. Et quand en France on est leader, on a aussi des savoir-faire qu'on peut exporter en Allemagne, ce que nous faisons. Donc on amène aussi de la compétence, de la ressource aux Allemands pour se développer. Et surtout aussi, par leur diversification, on amène des prises en charge qui en France ne se font pas. Et d'ailleurs, tous nos segments d'activité sont pris en charge par l'assurance maladie. L'assurance maladie et les ARS en France sont très demandeurs de ces projets parce que souvent, c'est des freins liés à nos organisations et notre système de soins. Et là, on voit des modèles qui peuvent marcher. Donc, c'est très intéressant de partir à l'international, quelquefois, d'aller exporter ou d'amener des savoir-faire. Philippe? Merci. Je rajouterai un point important, c'est que, alors nous, entreprise familiale, effectivement, qui a réussi à le rester au bout de 4 LBO, c'est pas mal quand même, et qui continue, qui a le souhait de continuer. Notre objectif étant toujours d'avoir un équilibre au sein dans notre capital, famille, fonds, management. Enfin, ce sont le triptyque sur lequel nous nous appuyons et qui a toujours guidé notre évolution, notre croissance. Beaucoup de croissance organique, parce qu'on a un modèle justement qui s'appuie sur l'acquisition de compétences et non pas simplement l'acquisition d'entreprises. Nous nous considérons comme des industriels de la formation. Industriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'identifier dans un labo de recherche quelque part pédagogique un produit, une idée, de la développer, de la marketer et de la distribuer sur tout le territoire national. Et c'est ce qui fait effectivement que dans ce marché, qui est un marché relativement classique, nous innovons en créant de nouveaux produits qui sont en réalité des écoles. On crée des écoles comme des produits qui vont être spécialisés et que nous allons distribuer sur le territoire national. Ce qui fait effectivement qu'on a des taux de croissance relativement forts, parce qu'on agit effectivement comme des industriels en termes de mise en place de produits, en termes de distribution, en termes de production. Et aujourd'hui, si on parle de l'international, dans ce cadre-là, comment est-ce que derrière on va continuer cette croissance grâce à l'international aussi, puisque le marché aujourd'hui, nous sommes, je crois, on doit être le 2e ou le 3e opérateur en France dans ce cadre-là, donc une capacité de croissance assez limitée au niveau national, sauf pour la partie interne. Il faut quand même voir qu'avec la formation professionnelle, la loi sur la formation professionnelle, le marché a décollé littéralement. Donc il y a eu effectivement beaucoup de croissance sur ce marché. Et je dirais le groupe Eduservices en a profité parmi les premiers. En tous les cas, on a su, comme je dis souvent, il y a eu beaucoup de vent, mais heureusement, les voiles étaient bien déployées, donc on a bien pu prendre le vent dans les voiles. Et maintenant, pour continuer, donc l'international par acquisition externe, effectivement, parce qu'on ne part pas de zéro. Une particularité, je dirais, dans l'international, c'est très lié à notre secteur qui a une croissance très forte, qui attire beaucoup les investisseurs, parce que l'EBITDA est important. On a des taux d'EBITDA qui sont relativement importants, des taux de croissance importants. Le problème, très souvent, dans nos entreprises, ce sont la structuration des boîtes. C'est-à-dire que les entreprises sont parfois lancées en croissance, mais très peu structurées. C'est-à-dire que la mécanique, effectivement, qui permet de générer la croissance, parfois, tient à pas grand-chose, parce que finalement, derrière, toute la structuration en termes managériels, la structuration de l'entreprise en tant que telle n'est pas suffisante. Or, je pense qu'aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, il est nécessaire d'avoir un très bon fonds, très structuré, des entreprises structurées, des services homogènes, des services qui sont compétents, qui tournent. Il ne faut pas hésiter, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, à investir dans l'infrastructure de la boîte. Et c'est à partir du moment où l'entreprise est bien structurée, à mon sens, qu'on peut aller à l'international. Aujourd'hui, il faut se méfier, enfin moi je me méfie beaucoup, je regarde pas mal d'entreprises sur le secteur, d'entreprises qui effectivement ont des taux de croissance fortes, mais qui sont trop fragiles en termes de structuration. Il suffit effectivement d'un accident, il suffit de n'importe quoi pour que la boîte, à un moment donné, prenne une mauvaise voie, tout simplement parce que la structure n'est pas là. La boîte n'est pas assise en réalité. Elle est en train de courir, mais elle n'est pas assise, elle n'a pas son fonds structuré. Et l'international, oui, mais à condition d'être relativement solide, enfin d'être bien solide en termes de structuration pour pouvoir se développer sur le territoire national et international. Si vous voulez illustrer, Philippe, avec des noms plus concrets, n'hésitez pas.
Patrick. Sur l'international, que ce soit dans la santé ou dans l'éducation, je connais plus l'éducation que la santé, mais le sujet du partenariat aussi et de l'acquisition est important puisque, alors dépendamment du produit que l'on vend, on ne connaît pas forcément très bien le marché, enfin, la réglementation juridique, l'environnement économique et la culture locale. Donc faire une acquisition internationale en Allemagne, en Italie, en Espagne, en prenant le contrôle et que le fondateur, le vendeur soit mis à l'écart et n'ait plus de capital et éventuellement une earn-out, ne suffit pas à maintenir la qualité du produit local. Et donc ce que nous on fait souvent avec nos clients, que ce soit les fonds ou les sociétés, les groupes sous LBO, c'est que souvent on réfléchit avec les financiers, avec le manager, de l'intérêt ou pas de conserver au capital pendant une certaine période les personnes qui sont les vendeurs pour pouvoir continuer, avoir une continuité dans la qualité du produit et pas un désintérêt, puisque en fait on pourrait se retrouver éventuellement avec une structure sans manager. Et ça, même si le produit est bon, on est trop loin. Et c'est pas la culture, puisque c'est pas notre pays. Et donc il y a une déperdition de valeur qui peut être très 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 rapide. Et il y a quelques exemples que je ne nommais pas qui ont été l'exemple typique d'une acquisition trop rapide. Et donc voilà ce sur quoi nous on joue. Et donc avec comme sujet additionnel, peut-être un coût un peu additionnel aussi, c'est la structuration d'un pacte et de promesses, de systèmes de sortie, mais pour vraiment conserver un minimum de temps. Et le temps, c'est pas nous qui le savons, mais c'est les managers ou le fonds qui a l'habitude dans le groupe, et ensuite éventuellement les faire rentrer dans le package si nécessaire. Parce que là, on a un sujet qui est du timing, finalement. Enfin, il y a des fonds qui peuvent avoir un besoin également de croissance rapide, notamment sur l'international, versus ce besoin de gérer du PMI, où là, il peut y avoir des catastrophes derrière. Caroline, comment vous gérez ça? Et après, ça m'intéresserait d'avoir les avis des autres également. Oui, alors c'est quelque chose qui est évidemment prévu au départ dans notre thèse d'investissement, compte tenu de la société, de sa croissance organique, du type de croissance qu'on va chercher. On sait si on a besoin de trouver des relais de croissance à l'international ou pas. Et c'est quelque chose qu'on va évidemment lancer dès le début de notre investissement, parce que ça nous permet de faire toute la phase d'intégration, toutes les synergies qui sont à créer. Et voilà, effectivement, c'est quelque chose qu'on a en tête, nous, dès le début de l'investissement. Et on offre aussi un soutien aux équipes managériales que nous accompagnons dans l'identification des cibles. Quand on parle de croissance externe, on aura fait évidemment tout le travail en amont de savoir, en fonction des géographies qui nous semblent intéressantes pour la société, quels sont le type de cibles qui peuvent se présenter, parce qu'on sait que soit il y a des situations familiales qui peuvent pouvoir chercher une transmission, ou bien des fonds qui vont avoir un horizon temporel compatible avec le nôtre. Donc on va faire tout ce travail de mapping en amont. Et ensuite, c'est vraiment une discussion avec les équipes managériales pour s'assurer conjointement de ce qui est le meilleur choix pour la société, et de définir ensemble nos priorités et d'essayer de les accompagner pour réaliser ces croissances externes. Parce que les fonds, concrètement, c'est une baguette magique. Quand on parle de croissance externe dans le cadre du M&A, justement, le post-merger integration, il y a un pourcentage non négligeable de boîtes de fusion qui ne marchent pas. Dès qu'on parle de build-up, voilà, on a deux beaux exemples d'ailleurs de croissance également à l'international. Qu'est-ce qui fait peut-être la différence? C'est que des croissances accompagnées par des fonds se passent mieux. D'ailleurs, est-ce qu'elles se passent mieux? Je ne sais pas si ça se passe mieux avec les fonds, mais enfin, je l'espère. En tout cas, pour nous, ça se passe très bien. Je voudrais juste revenir sur la thèse d'investissement à l'étranger. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard un matin. Il y a la succession. Moi, je suis à mon 3e LBO. Effectivement, la thèse d'investissement à l'étranger, elle est prévue dans le BP. Donc, on y a réfléchi, on s'y est préparé. Et effectivement, on s'est surtout aussi structuré et organisé. Donc ça, c'est le point de départ et le point important. Et je ne crois pas que par la thèse d'investissement à l'étranger, il faut aller chercher simplement une panne de croissance sur son territoire. Ça, je pense que c'est une erreur, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on part à l'étranger, on le disait, d'abord, il faut être fort dans son territoire, sur son terrain de jeu. Donc nous également, on a eu d'abord, avant de penser à l'étranger, continuer à avoir une croissance forte et soutenue en France. Et la thèse de l'investissement
pour situer le cas d'Ardian, avec Ardian, elle est arrivée relativement vite parce qu'elle était prévue dans notre BP. Donc on a été assez rapidement, et le mapping des sociétés se fait avec le management. Et là, effectivement, il faut que le management garde la main. Et ce que font souvent les fonds, c'est qu'ils vous accompagnent. Ils vous accompagnent parce que souvent, ils ont des bureaux à l'étranger. Donc, vous avez une équipe, pour mon cas, allemande qui vous accompagne, qui identifie les cibles. Il y a une culture, effectivement, sur laquelle il faut s'appuyer. Donc, la qualité des hommes, quand vous faites des acquisitions à l'étranger, est clé. Vous pouvez être très fortement intéressé par un business, mais si vous n'avez pas le bon management, notamment dans des logiques de LBO, effectivement, ça peut casser souvent une dynamique d'une société que vous venez de racheter. Donc on est assez vigilant là-dessus, et le fonds là-dessus est très, très, très accompagnant, parce qu'ils ont effectivement cette habitude. Donc je pense que c'est tous ces ingrédients qui font le fonds, qui identifie avec vous, qui vous laisse pour autant d'avoir cette proximité avec le management, parce qu'à la fin, c'est le management aussi bien allemand que français qui porte le projet. C'est cette liberté qu'autorisent les fonds qui font que je pense que ça devient à ce moment-là une réussite, parce qu'on construit avec nous aujourd'hui, avec les Allemands, une équipe soudée autour des projets, et les difficultés des Allemands, c'est notre difficulté, et vice-versa, parce qu'on est sur un BP commun, et on partage à ce moment-là les résultats ensemble. Nicolas, toi concrètement, quand tu accompagnes... Oui, pour un peu récapituler, effectivement, ce qui est important, c'est, comme on le disait au début, c'est d'avoir une taille critique. Et la taille critique comprend également l'équipe de management, parce que pour faire de la croissance externe à l'étranger, un dirigeant, il a besoin d'avoir la tête calme et prendre les bonnes décisions, puisque, comme le disait Larbi, à l'étranger, il faut trouver les bonnes personnes, la bonne cible, et pour ça, il faut avoir les équipes sur le territoire national qui sont capables de gérer la boîte toute seule, de bout en bout, pour que le dirigeant puisse se projeter et aller chercher la bonne croissance externe. Donc, taille critique, l'équipe constituée et solide, en socle solide en national, et ensuite, évidemment, le fonds d'investissement ou l'investisseur ou les banquiers qui sont capables d'aider à cette croissance internationale, parce que ça aussi, c'est important. Et évidemment, en dernier lieu, les bons conseils, que ce soit les avocats ou les banquiers d'affaires, qui vont accompagner ces transactions à l'étranger ou dans les bons pays. Et ça veut dire qu'on structure également différemment l'opération, l'opération initiale. Je pense notamment au niveau de dette ou à d'autres choses. Comment ça se passe? Parce qu'on vient de parler du choix également de l'investisseur qui peut accompagner, mais comment on structure? Alors, je vais parler d'exemple personnel, mais en fait, il y a eu 3 types d'acquisitions. Premièrement, celles qui sont de taille plutôt moyenne ou faible, c'est avec le cash flow. C'est l'intérêt initial. Et dans l'éducation, on sait très rapidement quel est notre cash, puisque dès le début de l'année, il y a effectivement le nombre d'étudiants, et en général, ils sont de 1, 2, 3 ans, donc on a une vision un peu globale. Ensuite, il y a parfois des RCF, et puis sur des opérations un peu plus importantes, soit la dette est prévue, soit on fait un top-up. Où le fonds parfois remet au pot le temps de trouver, mais ça dépend vraiment de la taille des opérations dans lesquelles, qui sont faites par la société et le groupe, sachant qu'il y a ces trois grandes lignes, et ensuite, comme je vous disais, ça dépend vraiment, on va dire, de la taille et de la velléité de conserver au capital les managers. Philippe? Oui, tout à fait. Je crois que chaque cible, enfin chaque opération a sa structuration. Après, bon, la particularité aussi du private equity, c'est qu'on raisonne toujours avec un temps d'avance. Multiple d'EBITDA égale capacité à investir, à s'endetter. Et donc, vous voyez, tout le monde connaît le schéma. Donc, on peut prévoir, et dans l'éducation, c'est vrai aussi, on peut prévoir les rentrées de cash. Il faut faire attention dans l'éducation parce que c'est du BFR négatif. Donc, c'est pas de l'argent qui nous appartient. Il nous appartiendra demain, mais pas tout de suite. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut voir. Mais bon, on est vraiment dans ce cas-là. Après, en termes de volonté d'aller à l'exportation, il y a un point qui est aussi très important. C'est finalement qu'est-ce qu'on apporte sur le marché. Qu'est-ce que notre produit ou notre façon de faire apporte. Si demain matin, en éducation, on va sur le marché allemand, par exemple, qui est une de nos visions, c'est pourquoi? C'est pour se dire, et d'ailleurs au niveau européen, c'est qu'en France, finalement, on a construit une méthode et un outil qui
s'appelle l'apprentissage aujourd'hui, qui s'appelle la professionnalisation, on va dire, parce qu'il y a un ensemble de choses, dont l'alternance, dont les Allemands ont été précurseurs, mais sur lesquels aujourd'hui on a éprouvé un nouveau système et on a éprouvé une nouvelle expertise. Et on sait par exemple qu'il y a des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne, l'Espagne particulièrement, qui ont par exemple un très fort taux de chômage des jeunes. 20%, 25%, 30% de chômage des jeunes, je crois, en Espagne. Or, aujourd'hui, on a un modèle d'intégration pour les jeunes qui est extrêmement performant. L'apprentissage en France, c'est 560 000 apprentis cette année, donc un bond par rapport aux années antérieures. Il faut donner un coup de chapeau au gouvernement actuel parce que c'est eux qui ont fait ça. C'est le grand succès aujourd'hui de ce gouvernement, hein, sans faire de politique, mais très clairement c'est un grand succès. Donc là, on sait que si on va sur ce marché-là, avec notre technologie intellectuelle aujourd'hui, on sait qu'on apporte quelque chose au marché. On sait qu'on va servir le marché, on sait qu'on va y avoir une demande. Alors derrière, c'est pas simple, parce que c'est aussi un marché réglementé, il faut regarder, mais au moins on sait qu'on a une mission, on n'y va pas pour rien, on n'y va pas pour faire du produit MeToo, on y va avec quelque chose à faire. On le fait aussi en Afrique, par exemple l'Afrique de l'Ouest, sur lequel les Africains regardent beaucoup le système français, et dans lequel vous avez finalement une déconnexion entre le système d'enseignement qui est très élitiste en Afrique. Je dirais les pays africains, dès que vous avez un peu d'argent, vous partez à l'extérieur. Et la réalité de l'économie locale qui a besoin, au contraire, de gens qui soient formés de manière intermédiaire pour créer de l'emploi, justement. Et donc, ce sont des pays qui ont véritablement ce type de besoin. Donc là, notre mission aussi, par rapport à ça, c'est d'arriver dans un pays en disant, écoutez, on vous apporte quelque chose. On peut venir discuter avec vous. Et par exemple, en Afrique, on essaye de lancer l'alternance. La mission de nos équipes en Afrique, c'est d'aller voir les gouvernements, les entreprises, pour leur vendre le principe de l'alternance, parce qu'il est éprouvé au niveau européen. Et c'est important. Et vous avez en Afrique des fonds qui interviennent avec nous, qui sont des fonds différents des fonds français, parce qu'ils sont habitués au modèle africain, qui est relativement différent du modèle européen, et qui vont nous accompagner. On vient de réaliser une opération comme ça au Cameroun, par exemple, sur laquelle un fonds est intervenu, avec la Banque mondiale. Alors souvent, vous avez des financements qui sont un petit peu hétéroclites, mais tant mieux, ça fonctionne, mais sur lequel on va chercher à imposer un nouveau système. Et le système de l'éducation se prête à ça, parce que c'est un système qui emporte la société, c'est un système qui, au niveau du gouvernement, est très important, tient la jeunesse. Et bien, il faut effectivement aller dans ce sens-là pour le développer. Une rapide aparté, mais vraiment de quelques secondes, c'est que, en fait, pour avoir travaillé aussi, je travaille pour des fonds anglais. Le K-12, quelque chose qui n'existe pas chez nous, en fait, c'est les écoles privées de 6 ans à 18 ans, qui en fait, collège, lycée et école primaire, est un très fort marché en croissance dans les pays émergents, sur lesquels nous ne sommes pas présents, puisque culturellement, en fait, l'école est publique. Par contre, c'est un énorme marché, celui en fait de l'Afrique, également de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, où il y a un fort placement des fonds Providence ou les plus petits, qui vont vers ce marché, où il y aurait probablement une appétence et un travail à faire du côté des fonds français, dans la partie au moins francophone, ce qui n'est pas le cas en fait aujourd'hui. Nicolas, au niveau des secteurs, enfin, si on prend par exemple le monde de la santé, tout est propice à aller vers l'international, ou est-ce que tu vois des mouvements de concentration, encore de la marge de concentration en France avant de partir à l'étranger? Je pense que ça dépend des sous-segments dans la santé, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de secteurs, de segments comme les EHPAD, les maisons de retraite, etc., et la MCO, donc les cliniques privées, sur lesquelles il y a eu beaucoup de consolidation ces 10 dernières années, et maintenant on voit que les acteurs sont nationaux et commencent à aller à l'étranger, ou ont déjà commencé pour les groupes d'EHPAD depuis un moment. Et puis il y a d'autres secteurs sur lesquels l'internationalisation a commencé plus tôt, des secteurs qui sont allés plus vite, ou des startups qui se sont lancés dans la santé et qui n'ont pas eu besoin de consolider en France, comme tu disais tout à l'heure. Donc vraiment, ça dépend des sous-segments. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est une question de taille aussi de société. Au-delà du secteur, une fois que les sociétés ont fait assez de consolidation en France, elles vont inévitablement à l'étranger. Lorsqu'on en est au LBO, au 4e LBO, c'est pas pareil que quand on en est à son premier, ou quand on fait un primaire. Et en fonction de la situation de la société, il n'y a pas de règle en réalité. Chacun se développe en fonction de sa maturité, et également pour les opérations sous LBO, des fonds d'investissement qui sont là, puisque
Certains fonds sont plutôt dédiés à du développement national et d'autres à l'international. Vous le vivez tous les deux, j'ai l'impression, et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire la typologie du fonds va emmener une société à l'international ou pas. C'est également un moyen d'aller chercher des multiples de valorisation parfois plus faibles. Est-ce que je peux me permettre de Vas-y. rebondir avant de passer à la question N'hésite d'après? surtout pas. Je pense que ça dépend effectivement beaucoup quand même du type de société. On parle beaucoup de consolidation de croissance externe. Il y a aussi des sociétés qui s'internationalisent parce qu'elles ont une activité qui intrinsèquement est internationale, parce que vous adressez un portefeuille de clients qui est basé partout dans le monde, et qui peuvent aussi, parce qu'elles captent des bases de clients importantes aux États-Unis par exemple, se dire que par capillarité, elles vont s'implanter elles-mêmes sur cette géographie pour continuer à enrichir le portefeuille client qu'elles ont sur cette géographie. Donc voilà, il y a la croissance externe pour un certain nombre d'entreprises, et dépendant des cas, il peut y avoir aussi de la capillarité, et ça peut être des entreprises qui ne sont pas forcément très grosses. Déjà, avec 20 millions de chiffre d'affaires, vous pouvez avoir la moitié de votre chiffre d'affaires aux États-Unis pour servir des clients américains, et vous dire que ce n'est pas bête de penser s'implanter sur ce territoire pour aussi grossir sa masse de chiffre d'affaires sur ce territoire. Donc, dans la santé, par exemple, on parle de tellement de types de sociétés différents que l'internationalisation se fait en fonction vraiment du sous-jacent dont on parle. Et la valo? Il n'y a pas de valo. Bon, mais la valo, si je parle en tant qu'industriel, je dirais que c'est un petit peu le problème. Globalement, y a-t-il un alignement d'intérêts à un moment donné entre les fonds et l'industriel? Et je dirais, pour simplifier, oui, le fondateur. C'est tout le problème. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait un développement conjoint. Parce que très souvent, la valo emporte l'entreprise et emporte, je dirais, le capital très très loin. À l'heure actuelle, on le voit très bien. Aujourd'hui, les multiples sur notre secteur, je parle du secteur de l'enseignement et de l'éducation, mais on a des valos qui sont extrêmes à l'heure actuelle. Il y a quelques années, quand il y a eu la première opération sur notre secteur, on parlait d'un double digit. Et quand on disait ça, les cheveux se dressaient sur la tête en disant « mais il est complètement fou ». Donc on passait de 9 à 10 à l'époque. Aujourd'hui, on est plutôt dans le haut de la fourchette, je dirais, sur la dizaine suivante. Oui, je ne suis pas sûr, effectivement, que dans ce cadre-là, si on lie le développement industriel du métier et le développement financier, l'opération, on soit vraiment d'équerre souvent. Et je pense qu'il y a un moment donné, dans la croissance, il y a un juste milieu à trouver entre justement la valorisation financière et la valorisation industrielle qui n'est pas la même. Parce que si on perd à un moment donné de vue la valeur industrielle de l'actif réel, je dis celui qui dégage du cash et celui qui fonctionne, on risque à un moment donné c'est comme un vélo qui tournerait sans entraîner la roue derrière, quoi. Il va tourner sur lui-même, le plateau va tourner sur lui-même, et tout le monde va s'épuiser parce que la roue n'est plus entraînée derrière. Donc il y a ce problématique-là, et la valo aujourd'hui, moi quelque part me pose problème par rapport à ça. C'est une des raisons pour laquelle je dis effectivement, si on va aussi, on applique ça sur l'international ou ailleurs, il faut savoir à quoi son métier et son produit sert en réalité. Quelle est la justification pour laquelle on est sur le marché, sur lequel on travaille, et ce qu'on cherche à faire. Mais la valo, effectivement, je sais que quand vous passez d'un marché national à un marché international, votre valo prend un tour de plus, si ce n'est pas 2 ou 3, c'est clair. Maintenant, ça met les industriels, les fondateurs dans une situation où, pour poursuivre, ils se posent des questions fondamentales. Parce que ça dépend effectivement de la taille de votre marché adressable, en fait. Plus votre marché adressable est un marché global et sur lequel vous pouvez vous implanter facilement, et on en revient à des sociétés qui sont peut-être même de taille modérée, mais qui ont vraiment la capacité, par le service qu'elles offrent, d'adresser un marché mondial. Le TAM étant par construction énorme, le parcours de croissance reste extrêmement profond.
Donc on sait que pour plusieurs investisseurs, et s'il y a plusieurs tours de LBO, il reste de la croissance pour tout le monde. Et évidemment, ça drive les valos vers le haut. Marie. Oui, la valo est quelque chose, bon, dans le cadre du LBO, de fondamental et d'important. Donc, effectivement, nous, de secteur de la santé, après cette crise, et puis on est encore aujourd'hui dedans, avec la crise Covid, tout le monde a pris conscience du capital santé et d'investir dans sa santé. Et ça se répercute même dans les valorisations aujourd'hui, tout secteur confondu, dès l'instant où vous êtes sur un des segments de la santé. Donc, je suis d'accord pour autant que ce qui doit driver la gestion de l'entreprise et l'ambition d'une entreprise, au-delà de la valo, c'est le projet. Alors, vous mobilisez effectivement des experts, des compétences, une équipe, parce que derrière, elle est encouragée par une valorisation et LBO, mais ce n'est pas ça le vrai driver. C'est la conséquence d'abord d'un projet, d'un produit, d'une croissance, et que ça fasse... pour autant que vous soyez à l'étranger, un des leaders en France, continuer à créer du multiple sur la valorisation de votre groupe, oui, c'est la conséquence. On ne va pas être très hypocrite sur le sujet. Néanmoins, la mobilisation, puisque dans le groupe, on a plus de 220 personnes aujourd'hui qui sont au capital de Santé Compagnie, moi j'en fais un vrai levier de motivation. Mais on n'a pas les yeux drivés sur le multiple. C'est aujourd'hui une façon de rétention des compétences dans un métier de service dans la santé. Je veux dire, l'expertise est clé. Et effectivement, moi, je vis le LBO comme un levier et un moteur pour attirer des talents. Et je trouve que la création de valeur aujourd'hui, de par la valorisation du groupe depuis son premier LBO, a fait que d'abord, vous fidélisez des hommes, vous fidélisez donc des projets et vous capitalisez avec eux sur la création de valeur. Et ça, c'est extrêmement fort aussi pour des futurs acquéreurs de voir une équipe de management soudée qui est là depuis plus de 10-15 ans et qui a cette logique du LBO et qui la comprend très bien. Mais ce n'est pas pour autant le seul moteur de notre croissance. Patrick. Et moi, j'ajouterais peut-être une dernière chose, c'est qu'il dit acquisition, dit intégration. Et la fin en soi, c'est pas juste de signer le SPA et de payer le cash aux vendeurs, c'est ensuite d'intégrer l'entité étrangère dans son propre groupe, qui est peut-être la nationalité française principale. Et l'intérêt d'avoir aussi un fonds qui a déjà fait ça dans le passé va pouvoir vous dire, attendez, il y a des problématiques juridiques, des problématiques financières, il y a des gaps différentes, il y a une culture différente. Donc il y a peut-être aussi un moment... Quand on fait une acquisition, c'est peut-être aussi avoir une ou deux personnes de plus au siège pour pouvoir contrôler un peu le tout, ou en tout cas faire attention à bien intégrer l'ensemble, puisque ce ne sont pas les mêmes systèmes, et qu'il ne faut pas tourner le dos à la juridiction dans laquelle on est rentré, parce que du jour au lendemain, ça peut partir un peu pas dans le bon sens. Mais à l'international, il y a des vrais sujets de compliance à regarder, à étudier. Oui, alors ça dépend quel international. Si c'est l'Union européenne, les sujets sont un peu moins complexes. Si vous partez à l'étranger, dans les pays africains ou en Amérique latine, moi, il y a une époque, il y a eu le Kenya ou la Colombie, c'est assez différent. Vous avez des problèmes aussi de taux de change, de currency exchange. Si vous êtes en Chine, c'est compliqué. Si vous êtes en Chine dans l'éducation, c'est même un peu complexe au sens où vous n'avez pas la liberté des cours que vous pouvez aussi proposer. Donc, et plus on est grand, plus il y a des sujets ALM, anti-money laundering, bribery, et il faut être assez vigilant. Surtout qu'en France, on a un système pénal aussi qui met en cause parfois le dirigeant, alors que finalement, il est responsable personnellement de rien, mais c'est la loi qui est la loi. Et les problématiques de réputation aussi qu'on peut contrôler peut-être localement et qu'on a peut-être moins la possibilité de contrôler quand on est un petit peu éloigné, mais ça c'est un problème général qui n'est pas lié à la santé ou à l'éducation, mais qui est simplement à partir du moment où on grossit. Nicolas, sur l'international. Oui, peut-être juste pour revenir sur les valorisations, parce que c'est important. On est quand même à un moment où les valorisations n'ont jamais été aussi élevées, notamment cette année, et forcément ça joue sur ce qu'on s'est dit avant. Il y a un point qui est extrêmement important néanmoins, c'est l'attractivité des sociétés. Et comme on le disait, plus une société est attractive, plus il va y avoir de monde intéressé, et donc plus les valorisations vont monter, notamment en ce moment. Et pour revenir sur cette attractivité, le fait de se développer à l'international et faire de la croissance externe à l'international va rendre la société plus attractive, et donc c'est comme ça qu'on obtient des points de multiples en plus dont tu
parler tout à l'heure. Et les multiples des cibles sont aussi élevés qu'en France, ou il y a un réel écart entre les deux, entre les différents marchés? Ça dépend des sous-segments de marché, mais effectivement, sur des tailles plus petites, normalement, les multiples doivent être inférieurs, mais ça ne se valide pas tout le temps. Et encore une fois, ça dépend de la taille de la société, de son attractivité et de l'aspect stratégique de la croissance externe. S'il y a du monde sur le dossier, évidemment, les multiples montent. Philippe. Oui, puis je dirais que dès qu'on sort du territoire national en ce qui concerne l'éducation, on change de réglementation. Et ça, c'est un point très important. On parlait de l'Espagne, par exemple. La structure du marché espagnol n'a rien à voir avec la structure du marché français. L'Espagne vit complètement tournée avec un système qui est très différent de la France. Elle vit avec un système éducatif qui est complètement tourné vers l'Amérique du Sud. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent d'Amérique du Sud, une importation, j'ai envie de dire, d'étudiants. Toute la partie de la formation interne supérieure est plutôt captée par l'université. Le privé est plutôt axé sur des écoles très spécialisées. Donc vous avez un marché qui est structuré complètement différemment. Donc vous ne pouvez pas appliquer un multiple général. Il n'y a pas de groupe comme chez nous, généraliste dans tout. Donc vous avez des sous-segments. C'est la même chose en Allemagne. Si vous prenez en plus le secteur de la formation professionnelle par rapport à la formation initiale, par rapport à la formation alternance, et en plus la réglementation sur le pays, là vous avez des éléments extrêmement différents. Aujourd'hui, on regarde dans notre secteur beaucoup l'étranger, parce qu'on se dit effectivement que les multiples français sont tellement élevés qu'on va réussir à faire de belles opérations à l'extérieur, qu'on aura des multiples plus bas. Alors c'est vrai qu'il y en a des plus bas, mais il y a aussi des entreprises et des sociétés d'éducation qui sont très très différentes par la nature même de leur activité. Donc est-ce que les ratios sont plus ou moins élevés par rapport à des différences de marché très sensibles? Il faut être très prudent par rapport à ça. Je suis en train de me faire couper la tête depuis derrière par rapport au timing. Est-ce qu'il y a une question? N'hésitez pas. Bon, ça va être parfait en plus pour une question de timing, parce qu'on aurait quelques-uns qui doivent prendre le TGV. Alors, merci beaucoup à vous cinq. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Autant que la réunion de cadrage, donc c'était parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, les 2 minutes speakerins. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez profiter d'une pause networking en salon Étal 3. Nous poursuivrons ensuite avec le panel 3, et les sorties en 2022, SPAC, IPO, deal secondaire. Merci beaucoup. Rendez-vous dans 15 minutes pour le dernier panel de la matinée.